Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat, auteur et ancien conseiller principal du secrétaire à la défense des États-Unis. Beaucoup de choses se passent actuellement avec la guerre en Ukraine. Trump propose un nouveau plan de paix et une grande partie de l'opposition semble venir d'Europe. Une grande partie des arguments derrière cette position repose sur l'idée que la sécurité exige essentiellement autant de dissuasion que possible pour l'Ukraine. Je voulais d'abord vous demander si vous pensez qu'il y a trop d'accent mis sur la dissuasion en ce qui concerne le rétablissement de la sécurité en Europe. Après tout, avant que les pays de l'OTAN n'arrivent, ne renversent le gouvernement en Ukraine en 2014 et ne commencent l'incursion, il n'y avait pas vraiment de menace pour l'Ukraine de la part de la Russie. Bien sûr, la dissuasion est un élément important, mais pensez-vous qu'elle soit surestimée dans ce cas? Je pense que cette discussion est ridicule. L'empire de mensonges construit au cours des 3 dernières années et demie par l'Occident pour justifier cette guerre inutile et destructrice contre la Russie, au détriment de l'Ukraine et de son peuple, commence à s'effondrer. Et je pense qu'il va se désagréger de plus en plus vite au fil des semaines. La situation en Ukraine a atteint un point où même le menteur le plus habile de Washington, Londres, Paris ou Berlin ne peut plus dissimuler la réalité au public. L'armée ukrainienne est en train de s'effondrer, elle se désintègre. Des officiers supérieurs se rendent avec des milliers de leurs hommes. On me dit qu'il y a désormais des discussions ouvertes sur une possible offensive contre Kiev, avec des troupes ukrainiennes qui se dirigeraient vers la ville pour se débarrasser de Zelensky et de son gouvernement corrompu. Je ne suis donc pas certain que toutes ces idées fantaisistes, visant à instaurer la paix par un accord négocié par Washington et soutenu ensuite par les Européens, soient encore réalistes ou même pertinentes. Je pense que les événements dépassent désormais la capacité de l'Occident à les suivre. À ce stade, je reviens toujours à la solution la plus évidente et la plus intelligente depuis le tout début, à savoir le traité d'État autrichien. Le traité d'État autrichien n'avait rien à voir avec la dissuasion. Le traité d'État autrichien constituait une obligation solennelle de se dissocier de l'OTAN, d'empêcher toute force étrangère de s'établir sur le territoire autrichien et de maintenir une force nécessaire à la sécurité et à la stabilité intérieure de l'Autriche, et pas beaucoup plus. Cela a très bien fonctionné. Je ne pense pas que les Soviétiques aient ensuite eu le moindre intérêt à retourner en Autriche. Et franchement, je pense qu'à un moment donné, nous reviendrons sur la situation ou les conditions des années 1950 et que les gens reconsidéreront beaucoup des décisions qui ont été prises à cette époque. Cela aurait peut-être évité que l'Allemagne soit divisée pendant toutes ces décennies. En fait, nous n'en savons rien. Je suis sûr qu'à un moment donné, nous aurons accès à ce qui se trouve dans les archives de Moscou et nous en apprendrons probablement davantage sur ce qui s'y est dit. Mais ce que je veux dire, c'est que cette guerre en Ukraine touche à sa fin. Les choses s'effondrent. Tout le tissu de tromperie, profondément enraciné en Occident, est en train de disparaître. Tous les politiciens qui ont été grassement récompensés financièrement pour entretenir la fiction qu'une guerre se menait en Ukraine contre une Russie agressive et dangereuse sont en train de disparaître, car la Russie n'a aucun intérêt à faire la guerre contre nous. Elle n'en a jamais eu. La vraie question sera: quels sont les intérêts de l'Amérique? À un moment donné, nous devrons répondre à cette question. Nous avons agi comme si nos intérêts étaient simplement ce que nous décidions qu'ils étaient cette semaine. Mais je pense que ce qui va se passer, pour répondre à votre question plus large, c'est que les gens vont dire: « Attendez une minute, nous n'avons qu'un seul intérêt en ce moment,
en Europe centrale et orientale. Cet intérêt consiste avant tout à rétablir de bonnes relations avec Moscou. Parce que si l'on ne parvient pas à construire une meilleure relation avec Moscou, il sera difficile de maintenir la sécurité en Europe. Je pense que c'est la prise de conscience qui est en train d'émerger, et je pense qu'à terme, l'Alternative für Deutschland arrivera au pouvoir à Berlin, et ils comprennent cela. Ils veulent sortir de ce genre de bourbier dans lequel nous nous sommes enlisés en nous mentant pour entrer dans cette guerre. Voilà. Eh bien, il semble que Washington essaie de s'adapter à ces nouvelles réalités en prenant ses distances avec la guerre. Et nous connaissons tous la rhétorique de Trump. Selon lui, ce n'est pas sa guerre. Mais en Europe, nous semblons aller dans la direction opposée. Au lieu d'atténuer la rhétorique et de nous préparer à un règlement d'après-guerre, nous semblons passer d'un discours d'aide à l'Ukraine à un discours de guerre directe. Je dirais que, dans une certaine mesure, nous menons déjà une guerre directe. Nous avons dépassé le stade de la guerre par procuration. La rhétorique en provenance d'Allemagne affirme que la Russie se prépare à attaquer d'ici 2029. Au Royaume-Uni, ils ont avancé cette date, déclarant qu'il existe une menace existentielle venant de la Russie et supposant qu'ils devront combattre d'ici 2027. Pendant ce temps, le nouveau chef de l'armée française a soutenu que la France devait se préparer à perdre ses enfants dans une guerre contre la Russie. Il y a donc des propos très forts qui circulent. Personne ne définit vraiment à quoi ressemblerait une guerre contre la Russie, ni ce que signifierait une victoire face à la plus grande puissance nucléaire du monde. Mais quoi qu'il en soit, la rhétorique guerrière s'intensifie. Qu'en pensez-vous? Préparent-ils leurs opinions publiques à la guerre? Est-ce simplement un avertissement adressé à la Russie? Ou croient-ils réellement à ce qu'ils disent? Je ne pense pas qu'ils y croient vraiment, mais ils diront n'importe quoi pour s'accrocher au pouvoir. Et en ce moment, leur emprise sur le pouvoir s'effondre. Je pense que c'est là le vrai problème. Les mondialistes qui dirigent l'Europe sont désespérés de justifier leur existence et de conserver leur pouvoir. Si vous admettez que la guerre en Ukraine est perdue, que vous n'avez aucun moyen d'en changer l'issue et que vous devriez plutôt vous concentrer sur la restauration de votre propre productivité et prospérité économique, vous ne resterez pas au pouvoir. Vous serez écarté, car les populations de ces pays en viennent déjà à la conclusion qu'elles ne veulent pas faire la guerre à la Russie. Je veux dire, c'est pour cela que, lorsque j'écoute ces remarques ridicules, je dis toujours, eh bien, qu'en est-il de toutes ces stations de recrutement qui auraient été installées à Oslo, Stockholm, Amsterdam, Berlin, et des dizaines de milliers de volontaires se précipitant pour rejoindre l'armée pour la grande croisade contre la Russie? Eh bien, je ne vois rien de tout cela. Et vous? Je ne vois aucune preuve que cela se produise. Je ne vois aucun enthousiasme pour cela. C'est du pur non-sens. Quand cela finira par être compris, des gens comme Kallas, qui courent partout en disant que la guerre en Ukraine se terminera quand tous les Russes auront quitté l'Ukraine. Elle passe pour une idiote, une risée. Il faudra du temps pour que cela fasse son chemin, mais cela commence. Nous sommes au début de ce processus. Et les Russes n'ont même pas besoin de lever le petit doigt. Tous ces gouvernements seront renversés. Ils feront faillite car ils ne peuvent pas se maintenir sur la base de ces mensonges. Encore une fois, l'empire du mensonge s'effondre. C'est la véritable réussite des Russes dans l'est de l'Ukraine. Les Russes n'ont aucun intérêt à avancer plus à l'ouest. Qui, sain d'esprit, voudrait prendre le contrôle de quoi que ce soit en Europe aujourd'hui, et encore moins de l'ouest de l'Ukraine? C'est un fardeau énorme. Il n'y a aucun avantage à cela. Il n'y a pas de grandes ressources à en tirer, et les populations y sont difficiles. Alors pourquoi quelqu'un voudrait-il le faire? Je ne pense pas que cela ait encore été pleinement compris.
mais je crois que cela commence. Eh bien, à travers l'Europe, nous n'avons pas de grands centres de recrutement envoyant notre jeunesse dans cette guerre. Mais en Allemagne, le chancelier Merz demande à Zelensky de ne pas permettre aux jeunes hommes ukrainiens de quitter le pays. Autrement dit, ils doivent rester là, soit pour aider l'économie, soit bien sûr pour être envoyés dans les tranchées afin de tuer des Russes. Mais aussi, ailleurs en Occident, certains politiciens plaident pour faire pression sur Zelensky afin qu'il abaisse l'âge de la conscription, ou même pour expulser les Ukrainiens afin qu'ils puissent encore une fois remplir les tranchées. Comment voyez-vous, une fois cette guerre terminée, dans quelle mesure pensez-vous que les Ukrainiens se retourneront, disons, contre les Européens? Parce que j'ai déjà vu un communiqué de presse récent. Oh non, pardon, c'était un tweet de l'ancienne attachée de presse de Zelensky, et elle soutenait que nous ne devrions pas écouter les Européens. Ils n'ont ni stratégie, ni armes, ni argent, ni influence. Pourquoi continuons-nous à les laisser faire? Pourquoi les écoutons-nous? La seule chose qui vient d'Europe maintenant, c'est continuer à vous battre, à mourir un peu plus. Au mieux, nous pouvons faire en sorte que l'Ukraine perde un peu plus lentement. Mais ce n'est pas une stratégie. Et cela commence à paraître cruel maintenant que nous atteignons la fin très brutale de cette guerre. Je pense qu'il y a, dans un avenir proche, une probabilité bien plus élevée de voir des soldats et des policiers polonais et allemands rassemblés et expulsés de force des Ukrainiens que de voir une guerre contre la Russie. Je pense que les Polonais et les Allemands en ont assez de tous ces jeunes hommes ukrainiens qui vivent aux dépens des gouvernements polonais et allemands et qu'ils aimeraient les voir partir, qu'ils aimeraient les voir rentrer chez eux. Je pense donc que cela est bien plus probable à court terme que toute autre chose. Maintenant, il y a une inquiétude selon laquelle certains éléments en Ukraine, et je parle de petits groupes, pourraient lancer des attaques terroristes en Allemagne, en Pologne, en France, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, en représailles à ce qu'ils considèrent comme une trahison. Je veux dire, c'est pas impossible. Mais cela ne fait que renforcer la nécessité de renvoyer les Ukrainiens. Et franchement, si vous ne renvoyez pas ces Ukrainiens chez eux lorsque cette terrible guerre prendra enfin fin, je ne pense pas que l'Ukraine survivra. Elle a besoin de main-d'œuvre. Elle a besoin que les Ukrainiens reviennent et repeuplent ce qu'il reste de l'Ukraine. Et je ne sais pas à quoi cela ressemblera. Mais chaque jour qui passe, il me semble que la carte élaborée par Medvedev devient de plus en plus séduisante, car elle implique qu'une grande partie de ce que nous appelons l'Ukraine occidentale soit d'une manière ou d'une autre annexée ou confédérée avec la Pologne. Si cela est nécessaire pour que les Polonais repoussent les Ukrainiens en Ukraine, je pense que les Polonais accepteraient probablement cela. Parce qu'encore une fois, tous les événements futurs doivent désormais être envisagés dans le contexte de deux autres développements très importants. La désintégration de l'Union européenne et la désintégration de l'OTAN. Ces sujets sont sur la table. C'était intéressant. Plus tôt aujourd'hui, j'écoutais Blinken, le soi-disant secrétaire d'État, qui ne semble pas passer beaucoup de temps à être secrétaire d'État, et qui agit également comme conseiller à la sécurité nationale et dirige le personnel du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche. Et il insistait sur le fait que les Européens étaient ingrats et indignes de notre soutien parce qu'ils se plaignaient de l'éventuelle utilisation de la puissance militaire américaine contre le Venezuela. Mais ils étaient ravis de nous voir utiliser des missiles Tomahawk et d'autres armes contre les Russes en Ukraine. C'est une juxtaposition assez étrange, car on parle de deux parties de l'empire du mensonge. L'idée que le Venezuela nous menace d'une quelconque manière, non.
Le Venezuela est un grand centre de trafic de drogue. Non. L'Ukraine n'est pas un intérêt stratégique vital pour les États-Unis. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Le mieux que nous pouvions espérer en Ukraine, c'était une fin rapide du conflit et le rétablissement d'un certain degré de stabilité politique, économique et sociale dans ce pays. C'était toujours l'intérêt que nous avions. Les Européens, et malheureusement certaines personnes à Washington, qui faisaient également partie du camp mondialiste, ont vu la guerre en Ukraine comme une occasion de détruire la Russie, de nuire à Poutine. Tout comme des gens insensés à Washington voient une occasion de renverser Maduro, comme si le fait de le renverser allait résoudre un problème pour nous, où que ce soit au Venezuela. Ce ne sera pas le cas. Vous savez, lorsque vous commencez à essayer de renverser des gouvernements, lorsque vous commencez à détruire la stabilité et l'ordre dans un pays, que ça vous plaise ou non, vous prenez d'énormes risques. Et c'est ce que nous avons fait en Ukraine. Maintenant, nous allons en payer le prix. Je ne pense pas qu'il restera beaucoup d'argent pour qui que ce soit. Je ne pense pas que les Européens obtiendront les centaines de millions ou les milliards de dollars des Russes qu'ils espèrent. Ils veulent voler la banque centrale à Bruxelles, mais je ne pense pas que cela fonctionnera. Plus vite l'Ukraine s'effondrera, plus vite cette guerre arrivera à une conclusion évidente. Et moins les Européens seront enclins à prendre les risques liés au fait de s'emparer de l'argent appartenant à la Russie pour le redistribuer au crime organisé en Ukraine occidentale, ce qui est en réalité la situation actuelle. L'Ukraine est un État de crime organisé. Ce n'est plus un État-nation viable. J'aimerais donc que les gens cessent de parler des choses stupides et commencent à poser la vraie question. Comment pouvons-nous mettre fin rapidement à cette situation afin de commencer à rétablir un certain ordre et une certaine stabilité dans cet endroit que nous appelons l'Ukraine? Personne ne semble vouloir aborder ce sujet. Et si c'est le cas, alors la carte de Medvedev est le scénario le plus probable. Car les Russes ne vont pas attendre que le reste d'entre nous décide de ce que nous allons ou non soutenir en Ukraine. Eux aussi ont un intérêt à la stabilité là-bas. Ils veulent en finir avec cette affaire. Ils aimeraient retrouver une relation commerciale raisonnable, non seulement avec l'Ukraine, mais aussi avec la Pologne, l'Allemagne et le reste de l'Europe. Ils agiront donc de leur propre initiative. C'est pourquoi je pense que toute cette discussion actuelle au sein de l'administration Trump est sans importance. Parce que depuis le début, Donald Trump, peu importe ce qu'il dit, veut que quelque chose se produise, car il veut en être le centre. Il accorde une grande importance à ce que l'on appelle vaguement l'image. Il veut être au centre. Il veut être adoré. Il veut être glorifié comme le grand homme qui a apporté la paix. Le problème, c'est qu'il a fait exactement le contraire. Il a rejoint les mêmes personnes qu'il avait condamnées et critiquées pendant sa campagne présidentielle. Il n'y a aucune différence entre son administration et Blinken et le reste de ces gens, ni avec ce qu'ils ont fait sous Biden. Alors, que signifie tout cela aujourd'hui? Je pense encore une fois qu'avec chaque jour qui passe, l'empire du mensonge s'effondre. Finalement, tout finira par se savoir. Tout paraîtra mauvais. Et cela aura un impact dans les urnes, dans les bureaux de vote, voire plus tôt encore, dans la rue. Eh bien, écoutez, encore une fois, il n'y a pas de recrutement. On constate cependant que les Européens, du moins, parlent de renforcer leur capacité à combattre la Russie. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer le potentiel industriel de l'Allemagne. Mais à quel point est-il réaliste pour l'Allemagne de réellement constituer une armée à partir de zéro pour affronter la Russie? Là encore, il s'agit à la fois de l'équipement et de la main-d'œuvre.
C'est actuellement une discussion sérieuse. Il faut 10 ans pour construire un établissement militaire aujourd'hui. Il suffit de regarder une décennie entière. Il faut examiner où nous en étions au cours des 35 ou 40 dernières années. Regardez l'appareil militaire que nous avons, et il ne faut pas être un génie pour comprendre que la plupart de ce que nous possédons et la manière dont nous sommes organisés pour combattre, la structure de la guerre, le paradigme de la guerre, tout cela a changé. Maintenant, qui est organisé et prêt à combattre différemment à l'avenir par rapport à la façon dont nous avons combattu par le passé? La réponse rapide, c'est la Russie. Et nous, non, nous ne le sommes pas. Nous en sommes encore loin. Cela prendra du temps. C'est donc le premier point. La deuxième chose, c'est que lorsque la nouvelle parvint à Berlin et à Vienne, en Autriche, en 1815, que Napoléon Bonaparte avait débarqué, qu'il était revenu d'Elbe et se dirigeait vers Paris, 140 000 Allemands se mirent en ligne pour se porter volontaires afin de combattre dans l'armée prussienne. Ils ne purent pas accepter tous les volontaires. Ils étaient prêts à se battre. Les Autrichiens connaissaient une situation similaire, mais cela leur prenait plus de temps. Les Autrichiens n'ont jamais été aussi efficaces que les Allemands. Aussi prévoyaient-ils de lever une armée de 300 000 hommes. En fin de compte, nous savons ce qui s'est passé. Waterloo, cette campagne, et ainsi de suite. Et Bonaparte n'eut finalement guère de chance de conserver sa position, comme il s'est avéré. Mais ce que je veux dire, c'est, quelle était la différence? Tout le monde était prêt à se porter volontaire et à se battre contre une nouvelle invasion française. Pourquoi? Parce que les Français avaient envahi, ils avaient violé, pillé et saccagé. Il y avait une animosité et une antipathie profondément enracinées, non seulement envers les Français, mais aussi envers cet homme, Napoléon, qui avait déchaîné l'enfer sur l'Europe pendant des années. Cela n'existe pas aujourd'hui dans aucune des capitales européennes, ni parmi leur population. Et cette armée russe, si une chose est devenue claire au cours de cette guerre, malgré les mensonges qu'on a pu raconter à son sujet, cette armée russe ne ressemble en rien aux armées soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne s'est pas du tout comportée comme les armées soviétiques. S'ils ont un lien particulier, c'est plutôt avec la Russie tsariste qui était loin d'être parfaite. Mais vous savez, si vous regardez le tsar, tout comme si vous regardiez le Kaiser à Berlin, tous ces dirigeants passaient pour des humanitaires comparés à ceux qui leur ont succédé. Très bien, il n'y a donc pas de mouvement populaire pour s'opposer à la Russie, et cela va devenir de plus en plus évident. En revanche, vous allez voir en Europe un mouvement de fond en faveur du rejet des étrangers. Faire partir les Ukrainiens est un problème. Mais que ferez-vous de tous les Turcs, les Arabes et les Africains que vous avez parmi vous? Ils ne s'assimileront jamais, ne deviendront jamais des Européens et ne veulent pas l'être. En réalité, ils sont là pour transformer l'Europe en quelque chose qu'ils souhaitent, plutôt qu'en ce que les Européens veulent. Ce sont des questions bien plus sérieuses. Et je continue d'exhorter les gens. Écoutez le professeur David Betts. Si vous ne l'avez pas encore invité sur votre chaîne, vous devriez le faire. Laissez-le vous parler du potentiel de changement révolutionnaire et de bouleversement en Grande-Bretagne. Car beaucoup de ces observations peuvent être appliquées au continent. Ce n'est pas une correspondance parfaite, mais cela mérite qu'on s'y attarde. C'est là que se trouve l'avenir. L'avenir réside dans la défense de la civilisation occidentale au sein même de la civilisation occidentale, et non dans une guerre contre la Russie. C'est tout simplement absurde. Eh bien, vous avez mentionné que nos armées sont à peine prêtes pour une guerre avec la Russie. Donc, encore une fois, une guerre directe ne semble pas être une très bonne idée. Mais selon vous, comment l'OTAN sera-t-elle remodelée après cette guerre?
Parce qu'il existe deux types d'hypothèses. La première, c'est que, maintenant que nous nous sommes réveillés, nous allons reconstruire l'OTAN et redonner de la puissance à l'Europe. Ou bien pensez-vous que l'OTAN va commencer à se désagréger une fois cette guerre terminée? Oh, je pense que tout a déjà commencé à se désagréger. Cela deviendra simplement officiel dans les mois à venir. Ce n'est pas quelque chose où l'on se réveille soudainement un matin et où tout s'effondre d'un coup. Ce sera une lente décomposition. Mais à un moment donné, les bâtiments de Bruxelles, les bâtiments de Mons seront vides, tout simplement vides, et les Européens se rendront compte, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et je le crois très sincèrement, exactement de ce que Charles de Gaulle disait, les Américains ne vivent pas en Europe. La Grande-Bretagne est une île. Alors, où cela laisse-t-il l'Europe? Cela laisse l'Europe aux Européens. Et l'autre problème qui a toujours affecté l'OTAN, je ne devrais pas dire toujours, mais certainement pendant la majeure partie de son existence, c'est que la vision stratégique depuis Madrid ou Rome est différente de celle depuis Berlin ou Helsinki, qui fait désormais partie de l'OTAN. En d'autres termes, les menaces perçues et prises au sérieux dans une région de l'Europe ne sont pas les mêmes dans d'autres régions du continent. Ce que cela suggère vraiment, c'est qu'au lieu d'essayer de regrouper tous ces États européens en un grand conglomérat, je pense que l'on verra apparaître des alliances régionales de sécurité, là où il existe véritablement une communauté d'intérêts. Ce sera une communauté stratégique, culturelle, raciale, voire religieuse, car nous savons d'après l'histoire que la race, la religion, la langue et la culture se recoupent. Cela a toujours été le cas. Ce n'est pas une correspondance parfaite, ça ne l'a jamais été, mais il y a un chevauchement. Il est donc bien plus facile pour quelqu'un à Berlin de comprendre la perspective de quelqu'un à Stockholm que pour quelqu'un à Lisbonne de comprendre celle des habitants de Vienne, en Autriche. Ce sont simplement des faits. Ainsi, autre chose émergera, et cela doit émerger à l'initiative ou à la demande des Européens. Souvenez-vous, Eisenhower a dit qu'au moment où nous avons adhéré à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, si elle existe encore dans 10 ans, nous aurons échoué. Il voyait la mission des États-Unis comme la promotion de la productivité, de la prospérité et de la paix, et il croyait que cela conduirait inévitablement à notre retrait d'Europe. Seulement, nous avons décidé que nous aimions y rester. Nous avons vu l'Europe comme une partie de notre empire. En d'autres termes, nous étions comme les Romains qui regardaient la Grèce et reconnaissaient que les cités-États grecs étaient le fondement de notre civilisation, de notre mode de vie. C'est ainsi que les Romains le percevaient, et ils le voyaient en ces termes. Finalement, les Grecs ont demandé leur aide pour chasser les barbares macédoniens de leur pays, et les Romains sont restés parce qu'ils ont dit « Nous sommes ici, nous ne repartirons pas. Vous devez vous tenir tranquille, cessez de vous battre entre vous et devenir une partie de l'Empire romain. » Et donc, pendant les 500 années suivantes, c'est ce qu'ils sont devenus, une partie de l'Empire romain. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes un peu plus modernes dans notre façon de penser et de comprendre le monde. Il n'y a rien que nous puissions faire pour sauver l'Europe d'une guerre totale avec la Russie, sinon contribuer à la détruire. Et je dirais que c'est vrai depuis les années 1970, car nous n'avons jamais déployé la puissance militaire conventionnelle qui aurait permis de limiter une guerre avec l'Union soviétique à un niveau purement conventionnel. Ainsi, à un moment donné, dans chaque jeu de guerre ou exercice, il y avait un échange nucléaire. Et vous savez ce qui se passait à la suite de cela? Les jeux de guerre s'arrêtaient. Parce que tout le monde comprenait, regardez, nous venons de bombarder Moscou, Moscou nous bombarde, c'est fini. Écoutez, il faut qu'on sorte de cette situation. Il n'y a aucun avenir là-dedans. Les Russes n'en veulent pas. Nous n'en voulons pas.
Les Européens n'en veulent pas. Je parle du peuple européen. Ils veulent vivre dans un environnement paisible et ordonné. Ils veulent avoir leur pays et y vivre comme ils le souhaitent. Ils ne sont pas intéressés à se faire dicter leur conduite par von der Leyen ou quiconque à Bruxelles. Ils n'en veulent pas et ne devraient pas avoir à le supporter. Mais ils ont besoin de sécurité. Et la vision de la sécurité varie un peu selon chacun. Donc je pense qu'on finit par avoir des structures organisationnelles régionales qui répondent aux besoins des populations d'une région donnée. Je veux dire, si l'on remonte assez loin dans l'histoire européenne, disons jusqu'en 1866, c'est pour cela que Bismarck s'est opposé au démembrement de l'Autriche-Hongrie. Il disait qu'il n'existait pas de meilleure solution à ce moment-là au problème des peuples vivant en Europe centrale et orientale que l'empire des Habsbourg. Il disait, nous n'aimons peut-être pas cela, mais c'est mieux que l'alternative, qui pourrait être le chaos. Eh bien, je pense qu'une conclusion similaire finira par émerger à un moment donné parmi les Européens. Que ferons-nous à la place de l'OTAN? Maintenant, il faut aussi garder à l'esprit qu'il n'y a absolument personne à Washington doté de prévoyance ou de vision. Il faut donc faire une croix dessus. Personne ne réfléchit à ce à quoi l'avenir pourrait ressembler, ni à la place que nous pourrions y occuper. Les Américains peuvent toujours soutenir et aider les Européens à concevoir un avenir différent, mais nous ne devrions pas le diriger. Ainsi, si vous étiez vraiment intéressé par la suspension, au moins temporaire, de la dissolution de l'OTAN, ce qui devrait se passer à Washington est très simple. Le président Trump devrait dire « Nous avons besoin d'un Européen à la tête des forces militaires et d'un Européen au poste de secrétaire général. Nous allons nous retirer de ces rôles. » Cela ne signifie pas que nous partons à 100%, mais cela veut dire que nous ne devrions pas vous diriger vers l'avenir. L'Europe doit trouver son propre avenir, et cela inclut quelque chose d'autre que l'OTAN, un autre type de relation de sécurité. Mais je ne vois personne à Washington réfléchir à cela. Washington est une Autriche réactionnaire des années 1840, s'accrochant à son empire et tentant d'étouffer toute opposition au changement. C'est ça, Washington. Washington n'est pas la Prusse, et ce n'est pas l'Allemagne prussienne. Ce n'est pas l'État cohésif et stable qu'était l'Allemagne prussienne. Nous ressemblons davantage à l'Autriche-Hongrie aujourd'hui, une collection de minorités, tout en train de crier pour obtenir le pouvoir, le contrôle et l'influence. Nous essayons simplement de gérer cela, ce qui est à peu près tout ce que nous pouvons faire à ce stade. Mais au lieu d'accepter ce que nous devrions faire chez nous, nous passons notre temps à écraser tout et n'importe qui, partout, qui semble remettre en cause notre domination, notre hégémonie. Voilà le problème. Je veux dire, tout le combat actuel, sur le plan financier et économique dans le monde, consiste à préserver le système fondé sur le dollar. Tous les milliardaires qui entourent Donald Trump en ce moment dominent notre vie politique. Ils sont devenus milliardaires grâce au système financier qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes passés d'un modèle capitaliste productif à un modèle hautement financiarisé, où personne ne produit plus rien. On se contente de faire circuler des fonds et certains encaissent des frais de transaction. C'est ainsi que les milliardaires sont devenus milliardaires. Et ce sont eux qui dirigent. Ils vont continuer à chevaucher ce cheval jusqu'à ce qu'il s'effondre, à moins que quelqu'un n'intervienne pour dire « Vous devez partir d'ici ». Nous avons besoin d'Américains à Washington qui se soucient de la survie des États-Unis et du peuple américain, quoi que cela signifie aujourd'hui. On n'en entend pas beaucoup parler. Le Congrès s'en moque. Tout le monde essaye de gagner de l'argent, de s'enrichir. C'est pour ça que tu vois Marjorie Taylor Greene et d'autres parler ouvertement de partir parce qu'ils voient qu'il n'y a plus d'espoir. Tout est acheté.
Tout tourne autour de l'enrichissement personnel. Ce n'est pas un gouvernement, c'est une entreprise en activité. C'est une entité corporative qui aspire la vie des États-Unis. Donc, je suppose que ce que j'essaie de dire aux Européens, et je sais que beaucoup d'Européens écoutent ton émission, c'est que nous ne sommes pas en mesure, pour l'instant, de nous mobiliser et de proposer quoi que ce soit de rationnel. C'est ça le problème. Ma dernière question est la suivante. Où voyez-vous les États-Unis aller à la suite de cela? Car après la défaite en Afghanistan, certains disaient que cela nuisait à la crédibilité et tout le reste. Mais encore une fois, cela pouvait être considéré comme une erreur, une très longue et puissante erreur, certes, mais tout de même l'erreur d'un hégémon. Ce n'est pas comme si l'hégémon n'existait plus. Mais la défaite de l'OTAN en Ukraine est bien plus significative. Car toute l'idée de l'OTAN, d'après la guerre froide, l'expansion de l'OTAN pour poursuivre une hégémonie collective, visait à repousser progressivement la Russie hors d'Europe, à gérer le déclin de la Russie, à forcer la Russie à s'adapter à des réalités nouvelles et de plus en plus défavorables pour elle. C'était l'ordre unipolaire. C'était l'objectif de l'OTAN. C'était la manifestation de l'unipolarité. Une Europe sans un pays qui se trouvait être le plus grand du continent. Mais maintenant que l'OTAN a été vaincue en Ukraine, comment pensez-vous que les Américains vont réagir? Parce que je connais les Européens. Ils espèrent que nous allons... Il semble qu'ils réalisent que l'ordre d'après-guerre froide est terminé, que la Russie s'est réaffirmée. Mais je pense qu'ils espèrent que nous reviendrons d'une certaine manière à la période de la guerre froide, avec une forte politique d'endiguement de la Russie. Cependant, la Russie n'est plus vraiment le principal adversaire. Certains se demanderaient même pourquoi elle devrait en être un. Mais l'idée que nous reviendrions à ce mode de guerre froide, où les Américains s'ancrent en Europe et y déversent toutes ces ressources, ils l'ont fait après la Seconde Guerre mondiale, mais beaucoup moins aujourd'hui. Ils ont d'autres priorités. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les États-Unis? Comment cela va-t-il se dérouler? Pas seulement avec Trump, car c'est un animal politique différent, mais où voyez-vous les tendances de l'Amérique aller? Eh bien, je pense qu'il y a deux réponses à votre question. Il faut distinguer les Américains de la classe d'élite des mondialistes qui nous gouvernent actuellement. Bon, parlons donc des Américains. La plupart des Américains, n'importe quel jour, si vous allez les voir à Kansas City, à Seattle, dans l'État de Washington ou à Des Moines, dans l'Iowa, et que vous leur demandez « Que pensez-vous de l'OTAN ?» l'Américain moyen répondrait « C'est quoi ça ?» Ils ne sont pas concernés. Eh bien, vous savez, nous avons des troupes en Europe. Oui, je sais. Et pourquoi sommes-nous en Europe? Eh bien, cela fait 80 ans depuis la Seconde Guerre mondiale, et nous essayons toujours d'empêcher les méchants Russes d'envahir. L'Américain moyen vous regarderait et dirait « Quoi? Qu'est-ce qu'on fait là-bas ?» Je suppose que ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que le citoyen américain moyen se concentre avant tout sur ce qui se passe à l'intérieur du pays. C'est là toute la grande frustration actuelle. Non seulement à propos de Donald Trump, mais de Washington en général. Les gens disent « Attendez une minute, 70% des Américains s'en sortent tout juste. Ils vivent de chèque de paie en chèque de paie. Que faites-vous à ce sujet? Vous savez, on entend tout le monde dire « Nous ramenons les emplois et l'industrie, nous allons restaurer la productivité. » D'accord, mais qu'avez-vous réellement fait? Puis le président intervient et déclare « Je vais permettre à l'Arabie Saoudite d'amener ses propres travailleurs pour établir une entité sur le sol américain. » Mais ils ne veulent pas de travailleurs américains. Donc nous allons leur accorder des visas H-1B. En d'autres termes, nous faisons exactement le contraire de ce que Trump avait dit qu'il ferait. Les Américains se sentent de plus en plus trahis.
Ce ne sont pas seulement les démocrates, ni seulement les républicains, c'est tout le monde. Et de plus en plus, les gens écoutent les deux partis et se disent que, quoi qu'on fasse, on obtient le même résultat. Il n'y a plus vraiment de grande différence, malgré ce qu'ils peuvent prétendre. Voilà donc une partie de la réponse. L'autre partie, je pense, consiste à regarder ce que disent les élites. Cet homme, Witkoff, et je suppose Kushner comme son partenaire, aucun de ces deux hommes n'a été officiellement nommé à un quelconque poste. Je ne sais même pas s'ils ont des habilitations de sécurité ou s'ils sont seulement capables d'en obtenir. Et pourtant, ils courent partout en négociant au nom du président Trump, représentant le peuple américain et le gouvernement des États-Unis. Vraiment? Cela n'a aucun sens. En d'autres termes, à quoi bon avoir un cabinet? À quoi bon maintenir la façade d'un gouvernement si vous dirigez cette opération comme s'il s'agissait d'une extension de votre famille et de vos amis, les personnes avec qui vous avez fait des affaires, qui vous auraient soi-disant sauvé de la faillite? Est-ce que ça a toujours été ainsi? Non, pas vraiment. Nous en avons déjà eu un avant-goût de courte période où ce genre de choses s'est produit. Mais ceci est quelque chose de très très différent. Et puis, il y a Witkoff qui conseille les Russes, d'après cette dernière transcription qui circule à propos de ses discussions avec Peskov à Moscou. C'est ainsi qu'on cultive Donald Trump, en le persuadant de faire quelque chose, en lui disant à quel point il est formidable, qu'il est un dirigeant merveilleux apportant la paix et le bonheur et tout le reste. J'entends les rires du Kremlin d'ici, et je suis en dehors de Washington d'ici. C'est absurde. Cela n'a aucun sens. Et puis on écoute des gens au Congrès qui sont en colère et disent « Eh bien, s'il représente l'Amérique, aider Poutine à parvenir à un accord avec nous, c'est de la trahison. » Eh bien, vous savez, je ne suis pas sûr que j'appellerais cela de la trahison. C'est déprimant. Mais le fait est que nous avons beaucoup de gens très confus. Nous avons des gens qui ont décidé que la Russie est cet ennemi permanent de tout ce qui est bon, de tout ce à quoi nous nous identifions. En d'autres termes, nous sommes les gentils, ils sont les méchants. Pour les gens du Capitole, tout est noir ou blanc. Pourquoi est-ce noir ou blanc? Eh bien, mes donateurs le voient ainsi. C'est là que tout se joue. Et l'Américain moyen, qu'est-ce qu'il en sait, l'Américain moyen? Rien. Vous savez, George Kennan, lorsque nous étions impliqués au Vietnam, a essayé plus d'une fois de faire valoir que nous ne devrions pas être en Asie du Sud-Est, au Vietnam, parce que la plupart des Américains ne savaient même pas où cela se trouvait. Il y a beaucoup de vérité dans cette affirmation. J'en suis venu à la conclusion que, si l'électeur américain moyen ne peut pas situer un endroit sur la carte, il n'y a probablement aucune raison d'y avoir une présence militaire. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas faire des affaires avec tout le monde. Vous voyez, c'était le concept d'origine sous Washington et les fondateurs du pays. Ils voulaient commercer avec tout le monde. Ils n'ont jamais été isolationnistes. C'est un terme fallacieux. Si vous voulez faire des affaires avec tout le monde, vous n'êtes pas un isolationniste. Mais ensuite, grâce à FDR et à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, on nous a dit que si vous n'êtes pas présent militairement partout, vous êtes un isolationniste. Eh bien, c'est une formule très différente, et je ne pense pas que nous l'ayons encore clarifiée. Alors, je suppose que nous allons tous rester sur la touche et regarder tout se désintégrer, et j'inclus Washington là-dedans. Ce n'est pas seulement le début de la fin pour l'OTAN et l'UE. Cela dure déjà depuis un certain temps. Cela va arriver. C'est aussi la désintégration des choses à Washington, D.C., car rien de tout cela ne repose sur une base de rationalité ou d'intérêt national. Avons-nous un intérêt national dans la destruction de l'Iran? Non. Avons-nous un intérêt national dans la destruction du Venezuela? Non. Que faisons-nous?
Et les Américains, lorsque la situation économique empirera, lorsque notre position financière se détériorera davantage, ces questions vont surgir. Et les personnes qui ont fourni les vieux mensonges comme réponse vont sombrer. Je reviens donc à notre point de départ. L'empire de mensonges construit par Washington et ses alliés mondialistes d'Europe occidentale est en train de s'effondrer. Il ne s'effondre pas assez vite à mon goût, mais il s'effondre. It's not crumbling fast enough for my taste, but it's crumbling. Eh bien, il semble que cela touche aussi à sa fin de ce côté-ci de l'Atlantique. La propagande commence à paraître de plus en plus ridicule. Nous avons encore ici des dirigeants politiques qui affirment que les Russes perdent 5 fois plus de soldats que les Ukrainiens, malgré le fait qu'ils encerclent toute leur ville et dominent en matière de drones et d'artillerie. Cela n'a plus aucun sens. Mais je suppose que c'est le problème quand on perd une guerre. On ne peut pas écrire l'histoire ensuite. Et je pense qu'il pourrait réellement y avoir une certaine responsabilité. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes très occupé aujourd'hui, alors j'apprécie que vous ayez pris le temps. Bien sûr. Merci Glenn. Au revoir.